Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Spotify et bienvenue sur les Blast News, l'endroit où vous avez vos petites news compilées sur les 2 voire 3 derniers jours. On va commencer cette vidéo avec une petite annonce, ça concerne essentiellement ceux qui suivent sur Twitch et éventuellement sur Spotify. Je pars en vacances pour les 3-4 prochains jours, non 4-5 prochains jours. Donc du coup il n'y aura pas de stream sur les Blast News, sur Iconoblast Missile, puisque c'est là-bas que j'enregistre les Blast News. Par contre, je ferai quand même un petit topo de l'actualité au même jour, à savoir les mardis, jeudis et samedis. Donc les mêmes topos de news qui auront lieu à ces dates-là, mais du coup en offline, que je tournerai avec mon petit téléphone, avec un petit montage dessus pour vous montrer les articles de presse en question. Donc pas d'inquiétude, ce sera juste pour la semaine prochaine. Il y aura un peu moins de live, je pense qu'il y aura tout juste Étagère qui va streamer du coup sur la semaine prochaine à ses heures habituelles. Mais rassurez-vous, on reviendra, c'est juste pour moi me prendre un petit peu de... Ok, j'ai lu le message de Denebola qui parle à Lambda pour une calvitie. Excusez-moi, un petit peu de news là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, dans le sommaire des Blast News, nous avons le jeu Epic Store offert, parce qu'on va en parler un petit peu, parce qu'il y avait des rumeurs qui parlaient d'un autre jeu, et c'était pas du tout ça, mais du coup à la fin ça fait quand même méga plaisir. On parlera d'une erreur sur l'eShop à propos de nudité. On en parlera. On parlera de condamnation de Sony Europe en justice, parce que Sony s'est pris une amende assez salée par la justice australienne. Donc vous trouvez ça peut-être un petit peu bizarre, mais sachez que c'est Sony Europe qui s'occupe du territoire australien. On parlera de EA qui revient sur Steam petit à petit et qui a sorti quand même pas mal de jeux dernièrement. Alors il y a des grands oubliés, on en discutera, mais ça fait bizarre et ça préfigure à mon sens de quelque chose qui est en train de se passer. Et encore une fois, à mon sens aussi, c'est un changement à imputer à EA Game. On enchaînera du coup sur la nouvelle interface pour le Microsoft Store sur Xbox One. Alors je sais que c'est une news qui va concerner principalement, voire uniquement ceux qui ont une Xbox, mais je sais que nous sommes quelques-uns à jouer sur Xbox One aujourd'hui. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes présents, et ça fait méga plaisir parce que c'est vrai que l'interface aujourd'hui du store, de Microsoft Store, elle est pas folle, on va pas se mentir, elle est pas folle. Et on terminera enfin sur une bad news, sur un nouveau report de la mise à jour 5.3 de Final Fantasy XIV, le MMO, ainsi que de l'annulation du Fan Festival. On en parlera dans les Blast News du jour. Si vous êtes prêts, on peut commencer tout de suite. Je vois que Denebola, il commence, il est en colère. Il est en colère. Alors, aujourd'hui, on va parler du nouveau jeu qui est disponible sur l'Epic Game Store. Je vois pas pourquoi est-ce que j'ai pas montré directement mon Epic Game Store pour vous illustrer tout ça. Puisque alors qu'il y avait de grosses rumeurs et des pseudo-leaks qui étaient aperçus comme quoi il y aurait eu Ark Survival qui débarque sur Epic, et personnellement j'en avais un peu rien à foutre d'avoir un Ark Survival sur Epic Games. Eh bien il se trouve qu'en réalité le jeu offert du moment, du coup que vous avez récupéré, c'est une semaine pour le récupérer, c'est un jeu qui va faire plaisir, méga plaisir à Elena. C'est Overcooked qui est disponible gratuitement sur Epic Game Store. Alors du coup on le récupère ensemble, voilà, je ne l'avais pas encore récupéré. Chargement de votre commande, confirmer la commande, j'accepte, et voilà, c'est bon, accusé réception, vous a été envoyé. Je possède du coup Overcooked. Vous voyez, c'est incroyable comme c'est rapide d'avoir des jeux. D'ailleurs, il y avait Mash qui avait fait une liste des jeux, de tous les jeux qu'il a récupérés gratuitement sur Epic depuis que Epic Games met en place le système de jeux gratuits. Et il y a quand même pas mal de jeux. Il y en a plus de 100 actuellement qu'il a pu récupérer. Je sais pas si vous vous rendez compte. 100 jeux gratuits et qu'il peut garder et qu'il peut jouer à n'importe quel moment. Donc Overcooked, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu de coopération. J'ai envie de dire vraiment de coopération, parce que le jeu est vraiment pas marrant
tout seul. Il se fait, évidemment il se fait, mais il prend tout son sens quand vous jouez au moins à 2 et à 4. Mais c'est tellement bien, c'est un jeu dans lequel vous donnez des directives bien précises, des tâches à vos alliés, à vos amis. Il y en a un qui va devoir, merci beaucoup Emuzu pour ton Twitch Prime, ça fait 6 mois. Il y en a un qui va devoir par exemple couper des tomates, l'autre qui va devoir préparer la pâte à pizza, ici l'autre qui va devoir préparer le fromage, etc. Et vous avez des micros événements qui vont venir jalonner vos différentes parties, comme par exemple ici vous le voyez très bien, vous avez des morceaux de banquise qui se détachent et dans lequel vous allez devoir continuer à cuisiner malgré les conditions qui sont ma foi plutôt compliquées. Est-ce que tu peux jouer en ligne avec Overcooked? Quand tu parles de jouer en ligne, oui, tu peux jouer en coop avec tes amis, en ligne, t'es pas obligé de jouer en local, ça se fait. Non, tu peux pas? Non, tu peux pas. Ok, bon alors j'ai dit des conneries, je croyais qu'on pouvait, c'est uniquement coopération? Moi j'étais persuadé qu'on pouvait jouer en ligne. Hein. Même pas sur PC? Ça paraît bizarre. C'est que dans le 2. Ah bah d'accord, ok, donc c'est parce que j'ai fait le... Ok, j'ai confondu. Bon, alors, du coup c'est moins bien. Overcooked 2 est mieux. Mais ça reste très cool hein, en full local. Bon, vous me direz, heureusement qu'ils l'offrent maintenant en période de confinement. Parce que Confinette, ça aurait été compliqué de jouer en Confinette. Après, vous avez des astuces pour jouer à des jeux, à des jeux en coop local. Genre Nvidia, qui a mis en place... comment ça s'appelle c'est ça. Ouais, c'est ça. Le GeForce Experience qui vous permet de jouer à plusieurs en streaming. Ou alors tu peux utiliser Parsec. Tu peux aussi utiliser Parsec. Ça reste une solution. Parsec c'est casse-couille par contre. Hein. Puis je crois que ça coûte des sous en plus. Voilà. Donc ça c'est pour la mise en bouche, le jeu offert. Je vous invite à le récupérer. C'est sur PC, ça fait méga plaisir. On continue. Alors, on enchaîne sur de la news un peu moins rigolote, puisque un jeu a été retiré du Nintendo Switch pour une erreur, puisqu'un contenu avec de la nudité, du contenu sexuel précisé dedans, est passé entre les mailles du filet de l'eShop pour se retrouver en tout public. Mon Dieu! Il y a des enfants qui ont récupéré le jeu Don't Do Not Feed the Monkey, qui est un jeu indépendant plutôt sympa au demeurant, dans lequel vous incarnez un personnage qui surveille des gens. Voilà. Vous devez résoudre des petites énigmes et surveiller des gens, résoudre des enquêtes, etc. Dans lequel, dès les 5 premières minutes du jeu, vous avez de la nudité totale et certaines scènes à caractère sexuel. Problème. L'eShop, lorsqu'il s'est foutu sur... lorsque le jeu s'est mis sur l'eShop, a été du coup vérifié par l'ESRB, du coup qui est l'organisme en Amérique du Nord, c'est le PEGI d'Amérique du Nord, hein, l'ESRB, vous savez quand il y a des trailers Ready for Teen, qui a laissé passer le jeu en tout public. Ce qui est terrible, c'est que, à mon sens, ça montre bien un minimum l'implication de ces différentes... de ces différents organismes organismes pour de promotion, pas de promotion, ah, j'oublie le mot, c'est parce que je suis un peu fatigué, excusez-moi. C'est des organismes de protection, de prévention, voilà, de classification et de prévention. J'ai eu du mal à dire le mot prévention. Donc ça montre bien comment est-ce que fonctionne ce genre d'organisme-là. Ça montre plein de problèmes en réalité. Déjà le problème de ces organismes de convention là, qui si tu n'es pas un gros AAA en général, ils peuvent s'en battre les couilles. Genre ils voient Do Not Feed the Monkey, très probablement ils voient Monkey dedans, ils essayent genre 1 minute, ils voient le trailer, etc. Ils disent ok c'est tout public, il y a des singes, etc. C'est le genre de jeu qu'on voit régulièrement. Alors que le créateur du jeu initialement n'a jamais voulu faire un jeu tout public. Vous voyez, le problème il est plutôt du côté de l'ESRB qui a mal classifié le jeu, puisque de base le créateur n'a jamais dit que c'était un jeu tout public. Il l'a dit sur internet. Et c'est un jeu pour adultes. De base c'est un jeu d'enquête pour adultes. Il n'y avait pas de problème de base, c'est l'ESRB qui a chié. Donc ça c'est un premier problème de voir comment est-ce que ça fonctionne, et on se retrouve avec des trucs un petit peu cons des fois sur comment est-ce que les jeux peuvent être classés, et je trouve que c'est dommage parce que ça manque clairement de sérieux.
vis-à-vis de cet organisme-là. L'autre problème que pour moi ça pointe, c'est l'eShop, qui a tendance à avoir une organisation et une publication complètement chaotique. Parce que il suffit de sortir un petit peu de ce qui est mis en avant sur l'eShop Nintendo, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Je l'avais souligné une fois sur Twitter. J'avais pris une capture d'écran d'un jeu, où la description même du jeu était un Google Trad. Il n'y avait aucune mise en contexte, il n'y avait aucune localisation à proprement parler de la description du jeu. Avec des fautes de syntaxe de partout, avec même des fautes de conjugaison assez vénères pour la bonne simple raison. Oui, le ninja femelle, tu te souviens de Giotto, c'était un jeu de drague. Vraiment, c'était le fond du fond de l'eShop. Hein. C'était un jeu de drague dans lequel vous pouviez draguer un ninja femelle. C'était absolument incroyable. Et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que, encore une fois, Nintendo montre qu'ils sont complètement à la ramasse, alors qu'à côté de ça, ils tiennent une mine d'or entre les mains. Ils ont tout pour que ça fonctionne, mais à chaque fois, ils ont un train de retard assez vénère. Et quand je dis qu'ils ont un train de retard assez vénère, je veux dire, Xbox et Sony, à l'époque de la PlayStation 3 et de la 360, s'en sortaient mieux que Nintendo aujourd'hui, en termes d'architecture online, en termes de présentation de produits. Et je trouve ça mais complètement terrible. Je trouve ça terrible. Pourquoi vous virez Juni ? Vous êtes attention, hein. Dans les soldes actuels du eShop, il y a un jeu qui s'appelle On y presque. Même dans le logo du jeu, ils ont oublié un mot. Je trouve ça insane. C'est l'anarchie, hein. C'est la conquête de l'Ouest, l'eShop. C'est la conquête de l'Ouest. Et c'est mal rangé. C'est si mal rangé. Il y a des soldes aujourd'hui. Alors, heureusement, visiblement, Nintendo n'en a pas trop communiqué là-dessus. Mais depuis la dernière mise à jour de la Switch, l'eShop est beaucoup plus fluide. Genre vraiment, ça arrête de charger pour 3 plombes, ça arrête de ramer du cul, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, c'est toujours mais catastrophique de voir quels sont les jeux qui sont en solde. Parce que vous avez plein de jeux, oui, 1080 jeux qui sont en solde, nous dit Giotto. Il y a plus de 1000 jeux qui sont en solde, et c'est impossible de voir au-delà des jeux Nintendo qui sont mis en solde, ou des gros jeux indépendants, ou gros jeux tiers qui pourraient être intéressants, alors qu'il y a des trucs qui pourraient être vachement cool. Vous avez des jeux qui sont à moins 80%, qui sont perdus au fin fond de l'eShop, qu'il faut aller retourner vents et marées pour aller chercher. L'eShop claqué au sol, si j'ai bien compris, complètement claqué au sol. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que si on veut être de bonne foi 5 secondes, présenter le tout numérique et le dématérialisé comme étant l'avenir du jeu vidéo, c'est une chose. Montrer à ce point la mauvaise foi de toute une société du jeu vidéo qui est incapable de présenter correctement ces différents jeux, je trouve ça inadmissible. On parle quand même de plusieurs problématiques derrière, à savoir bien présenter des éditeurs, qu'ils soient indépendants, des éditeurs et développeurs, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient énormissimes, hein, c'est-à-dire bien les mettre en avant, bien les présenter, bien montrer les jeux. Et on parle à côté du client aussi. Les deux grands perdants là-dedans, c'est le client et c'est l'éditeur-développeur, parce que le client ne sait pas où chercher. À part utiliser l'onglet recherche, et si tu sais exactement, comme nous ici, qu'est-ce qui sort sur Switch, si tu es au courant de quelles sont les sorties, tu utilises l'onglet recherche, tu trouves exactement le jeu que tu as besoin. Du reste, ça reste compliqué. Ça reste extrêmement compliqué d'utiliser cet eShop là. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Le problème déjà, c'est quand les jeux dans l'eShop sont souvent plus chers qu'en matérialisé. Alors ça, c'est un autre problème. Hein. Et ça risque pas de s'arranger. Hein. Ça risque pas de s'arranger pour la bonne et simple raison que c'est ce qui rapporte le plus de thunes. Le dématérialisé. Si le dématérialisé veut être autant mis en avant, c'est parce qu'on supprime les intermédiaires que sont les revendeurs, notamment. On supprime les intermédiaires que sont les producteurs de boîtes et de disques. Mais à côté de ça, on ne baisse pas le prix, ce qui fait une marge beaucoup plus importante pour les éditeurs et développeurs. Voilà. Voilà. Bon, c'était la première news semi-salty. On va enchaîner avec la condamnation de Sony. Alors,
Déjà, pour les quelques personnes qui ne le sauraient pas, sachez que l'Australie est comptabilisée dans Sony Europe, et dans l'Europe de manière générale, puisque les jeux qu'il y a en Australie sont des jeux PAL. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés si c'est Sony Europe qui est condamné pour ce qui se passe en Australie. Sony condamné à une lourde amende par une autorité australienne pour pratique trompeuse. Pratique trompeuse, mais qu'est-ce qu'il se passe que donc? Alors, je vais remettre un petit peu de contexte. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, différentes associations de consommateurs, que ce soit 60 millions de consommateurs en France, ou en l'occurrence ici, pour l'Australie, qui est l'ACCC, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, travaille beaucoup, fait un énorme travail de pression sur les différents partenaires, puisqu'on revient encore sur le dématérialisé, pour tenter d'organiser le dématérialisé, pour le rendre le plus fair possible. Parce que vous vous en doutez, si on veut mettre en avant le dématérialisé, c'est parce qu'actuellement il y a zéro cadre, et qu'en l'absence de cadre, c'est les sociétés Sony, Nintendo, Microsoft, Valve, etc. qui en profitent le plus. Cette absence de cadre se traduit comment? On l'a déjà soulevé et je vous invite à aller revoir cette vidéo sur Iconoclast, sur Steam, vos jeux ne vous appartiennent pas. On parle du dématérialisé, donc vous achetez non pas un jeu mais un droit de location à vie du développeur-éditeur. C'est-à-dire que si demain ça meurt, ça disparaît. Et dans les conditions d'utilisation de Steam par exemple, Steam se réserve le droit de vous retirer le jeu. Par exemple, puisque votre jeu ne vous appartient pas, je le répète encore une fois, c'est à partir de ces clauses-là justement que toute la politique des mods, qu'il y a beaucoup de développeurs qui n'aiment pas les mods, notamment parce que modder son jeu, ça sous-entendrait modder un jeu qui ne vous appartient pas. Il est toute là la problématique. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Eh bien, ça pose beaucoup de problèmes sur la jouissance même de votre jeu. C'est-à-dire que, ok, on peut imaginer qu'il n'y a plus de propriété physique, on fait disparaître la propriété physique, mais là où ça va encore plus loin, c'est sur la jouissance de ce bien culturel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revendre votre jeu. Le marché de l'occasion, c'est bien, du coup ça permettrait de faire disparaître le marché de l'occasion, mais à côté de ça, le principal problème, c'est pour tout ce qui va être politique de remboursement. Or, vous savez que dans le milieu des affaires, du commerce entre clients et vendeurs, vous avez le droit de rétractation qui fonctionne au bout de 14 jours. Vous achetez quelque chose, par exemple, j'en sais rien, un jeu vidéo, une voiture, vous achetez pas une piscine c'est compliqué à rendre, vous achetez n'importe quoi, une louche dans votre supermarché, vous avez 14 jours pour rendre cet objet à l'accueil de votre magasin ou à Amazon et vous faire complètement rembourser. Cette politique de remboursement-là, Sony a été un peu obligé de l'appliquer. Problème, c'est qu'ils ont mis en avant la politique de remboursement, mais uniquement pour les précommandes, et si, et seulement si, vous n'avez pas téléchargé le jeu. En sachant que beaucoup de PlayStation, puisque de base les PlayStation 4 sont en veille constante et téléchargent les jeux pendant qu'elles sont hors tension, entre guillemets, elles sont pas hors tension, mais pendant qu'elles sont coupées, des fois vous vous faites baiser parce que vous avez précommandé un jeu, le jeu se télécharge, mais en fait vous vouliez annuler votre précommande, vous ne pouvez pas vous faire rembourser parce que vous aviez téléchargé le jeu. Du coup, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a condamné Sony Europe à une amende de 3,5 millions de dollars australiens, soit à peu près 2,1 millions d'euros, pour pratique trompeuse, dans le sens où, certes, ils avaient mis en place les 14 jours de remboursement, décidés de manière arbitraire, mais avec cette petite limite qu'il ne fallait pas télécharger son jeu, et du coup ils se sont fait condamner, et avec demande de modifier les termes et le fonctionnement du PlayStation Store en matière de remboursement, parce qu'effectivement c'est complètement tepu. Et j'espère que ça va évoluer, parce que quitte à subir l'arrivée du dématérialisé pour tout, ce serait bien que ce soit un minimum encadré. Donc j'espère que à minima la justice,
que à minima du coup les différents organismes, que ce soit des organismes internationaux, etc., mettent en place enfin quelques textes qui viennent encadrer de manière un petit peu plus fair play ces différentes pratiques sur le dématérialisé. Comme je vous l'ai dit, pourquoi est-ce que tous se dirigent vers le tout dématérialisé? Parce que c'est une véritable mine d'or. Voilà, il n'y a rien du tout encore qui est légiféré en matière de dématérialisé. Tu peux choisir ce que tu veux DL. Oui, mais en fait, tu peux le choisir, mais de base, ça se DL, en fait, si tu veux. C'est là le problème. Et ils sont rares, les gens, en fait, à partir dans les settings de la PS4 pour choisir exactement ce qu'il y a à télécharger ou pas. Ça peut arriver. C'est pour ça que Nintendo forge. Triste pour Sony. Oui, alors bien fait. Après, 2,1 millions d'euros à l'échelle de Sony, c'est pas fou, quoi. C'est pas énorme. Il est important que je te montre ma supériorité ici et maintenant tout de suite. Juni, par contre, si tu continues... Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Oh, tu te calmes tout de suite, hein. Allez, on enchaîne sur la news qui suit. Alors la news qui suit, elle est un petit peu surprenante et encore une fois, on part sur une news qui va permettre de discuter et qui va pour moi, je pense, ça pourrait être intéressant de discuter sur l'avenir des autres plateformes. Je vais encore mettre un petit peu de contexte. On est en 2020 et en 2020, Games, le Epic Game Store, waouh, j'y arrive, est un sérieux concurrent. Il est passé de outsider à sérieux concurrent à Valve avec Steam. Jusque-là, on est d'accord, très bien. Dans cette posture-là, où se dégage un réel second concurrent qui fait trembler Steam, quelle est la place des autres plateformes? Alors on sait qu'il y a GOG qui du coup est dans une posture véritablement de outsider, c'est-à-dire on commence à se dessiner Steam, Epic et éventuellement GOG. Quelle est la place de Origins? Quelle est la place de Uplay? Quelle est la place de Bethesda dans tout ça? Parce qu'ils ont leur propre architecture, leur propre launcher, mais on va pas se mentir, c'est un launcher qui est un petit peu délaissé par les joueurs qui commencent à en avoir sérieusement et légitimement casse-couille de jongler entre les différents launchers, surtout quand ces derniers se payent en plus le luxe d'être de mauvais launchers. Coucou Bethesda, coucou Uplay. Même s'ils offrent des jeux, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que EA a sorti à nouveau des jeux sur Steam. Des jeux qui sont sortis sur Origin, évidemment. Alors, il y en a qui manquent à l'appel, comme Mass Effect 3. Si vous avez Mass Effect 1 et Mass Effect 2 sur Steam, il y a toujours un moment où ça bloque parce que vous n'avez toujours pas accès à Mass Effect 3 ni à Mass Effect Andromeda sur la plateforme de Valve. Mais malgré tout, sont arrivés Dragon Age Inquisition. La dernière fois, on avait eu Star Wars Jedi Fallen Order. On a eu Mirror's Edge Catalyst, Burnout Paradise Remastered, Plants vs Zombies Battle for Neighborville ou Need for Speed. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de noter à côté, c'est que EA est en fait en train de remanier aussi sa formule sur Origin. Notamment, vous avez beaucoup de bonus sur Apex Legends ou Battlefield 5 en utilisant la plateforme Origin. Vous avez tout un catalogue de jeux disponibles contre un abonnement de EA. L'abonnement à 3,99 par mois ou 14,99 par mois. Est-ce que EA serait pas en train de se transformer petit à petit en une sorte de Game Pass-like, en fait, un Game Pass, mais uniquement pour les jeux Electronic Arts. Ce serait pas nouveau, hein. Vous savez, Origins, c'est un petit peu le suiveur de Valve et de Steam, dans le sens où, parce qu'ils ont vu que Steam, ça rapportait de l'argent, d'avoir sa propre plateforme, ils se sont lancés pour avoir leur propre plateforme, mais du coup une plateforme différente. Et maintenant qu'ils voient que Game Pass, malgré l'échec, entre guillemets, de la Xbox, le Game Pass c'est un succès, avec plus de 10 millions d'abonnés. 10 millions d'abonnés quand même, avec des abonnements à 8 € par mois. C'est pas rien quand même.
C'est pas rien comme manne financière que Microsoft a réussi à dégager. Donc EA, ils sont en train de se dire, bon, avoir notre propre launcher pour juste que les gens achètent leur jeu et jouent chez nous, ça a ses limites, on a perdu la bataille. Pour moi, on est en train de se dire, on a perdu la bataille du launcher, c'est Epic qui est en train de la gagner, c'est GOG qui est en train de la gagner. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que nous, on se tourne plutôt vers un accès, un catalogue d'abonnements de notre propre firme? Et je pense que ça aurait plus de logique. Alors, pour moi, c'est dommage, parce que ce serait plus sympa, entre guillemets, pour le joueur que le catalogue de EA se retrouve davantage sur le Game Pass, histoire de pouvoir centraliser un petit peu tout. Mais ça a plus de sens que de continuer à faire vivre Origin en tant que launcher à part. À voir comment ça va évoluer pour les autres, pour Uplay, d'Ubisoft. Je crois d'ailleurs que petit à petit ils sont en train d'essayer le modèle d'abonnement, notamment avec Trackmania. Mais c'est Ubisoft qui s'occupe de Trackmania. C'est Nadeo qui le développe et il me semble que c'est édité par Ubisoft. Avec ce modèle d'abonnement là. Je pense que on a justement ça. On a ce changement qui est en train de s'opérer parce que justement, encore une fois, il y a une brèche qui a été ouverte par le Game Pass, dans une moindre mesure par la PlayStation Now, dans lequel il faut s'engouffrer pour ces éditeurs-là s'ils veulent être le prochain outsider façon Epic Games. Mais je pense qu'on commence à avoir une fixation sur les launchers Epic versus Steam. Voilà. Oui, il y a aussi des abonnements aussi sur Ubisoft. Bah voilà. Coucou le SC de Chrono Trigger. C'est vrai. Bien reconnu. GG, il y a des gens, ils sont là, ils repèrent direct les musiques. GG Anto Slivo. Voilà. 8€ par mois pour plein de jeux, c'est méga cool. Et en plus, alors le mieux, c'est que si vous n'avez pas je le répéterai jamais assez, parce que moi je trouve ça absolument dingue, encore une fois. Mais vous avez... Oula, non, pas le Xbox Game Bar. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. J'ai perdu le Xbox. Voilà. Xbox. Moi, ce que je trouve, c'est le Xbox Game Pass sur PC, que je trouve dingue. Avec tous ces jeux qui sont présents dedans. Et pour 1€ pour le premier mois et 3€ par mois après. Enfin, 3,99. Ça, c'est plus intéressant que le Nintendo Online. On est d'accord. Ça, c'est plus intéressant que le Nintendo Online. Voilà. C'était la petite news réflexion autour de ce que vont devenir les autres. Et encore une fois, pour moi, l'un des points positifs de cette guéguerre que sont en train de se faire Steam et Epic, qui est que du coup, on commence à avoir une ligne directrice qui commence à se dessiner sur le milieu du PC. Parce qu'il ne faut pas oublier, mais c'était un peu catastrophique ce qui se passait avant. Le problème, c'est qu'on va crouler sous différentes formes d'abonnements. Alors ça, c'est un autre problème, encore une fois. Mais très honnêtement, pour moi, ça va arriver comme sur Netflix. C'est-à-dire que t'as Netflix, t'as l'essentiel. Là, t'auras le Game Pass, t'as l'essentiel. Le reste, si vraiment tu veux jouer à un jeu en particulier, parce qu'en général, c'est ça, hein, c'est des plateformes qui se battent pour un jeu ou deux jeux. Bah écoute, tu payes un mois d'abonnement. Généralement, le premier mois, il coûte quasiment rien. Tu payes un mois d'abonnement, tu joues à ton jeu, et puis tu annules l'abonnement. Et tu continues à jouer essentiellement sur le Game Pass. C'est comme ça que ça se dessine, hein. Du côté des plateformes Netflix, etc. Concrètement, nous, enfin, je le vois avec Elena, hein, on regarde essentiellement Netflix. Voilà, et Netflix nous suffit largement, c'est là qu'il y a les choses les plus intéressantes. Et du reste, ok, on a un petit abonnement, on a pris 1 an de Disney+, mais à bien y regarder, Disney+, j'aurais payé le premier mois, on aurait regardé les Star Wars, et on aurait arrêté l'abonnement. Pareil pour Amazon. Alors le Prime c'est différent encore une fois parce que tu le payes avec on le paye avec le Prime Amazon pour les envois gratuits. Mais dans le cas de HBO par exemple, non de OCS pardon, OCS concrètement j'ai payé 1 mois d'abonnement pour regarder Game of Thrones. J'ai arrêté une fois que j'avais fini Game of Thrones. Voilà. C'est tout. Et quand t'es normie comme la plupart des gens, ça te suffit en fait ton abonnement Netflix, ça te suffit largement. Mais je pense que vont naître aussi un jour des abonnements qui regroupent tout, un petit peu comme ce que fait Canal+ avec l'abonnement qui regroupe Disney+, Netflix et
le Canal Plus aussi. Je pense que si il commence à y avoir beaucoup trop d'abonnements différents, je pense que de Microsoft, ou de PlayStation, en tout cas un gros, pas un mec qui sort de n'importe où, éventuellement Google, on sait jamais, peut-être qu'un jour Google Stadia va se dire notre offre elle est vraiment merdique, on va essayer de la regrouper avec les autres. On va se retrouver avec un gros abonnement mais à tarif réduit, admettons 40€ par mois, et t'as accès au catalogue Microsoft, au catalogue EA, au catalogue PlayStation, tout ça en même temps. Ça, je pense que ça peut se dessiner comme ça, on n'y est pas encore, hein, très clairement pas. Mais je pense que ça peut se faire. Il y a OCS dedans, bah ouais, justement dans Canal+, il y a OCS. Alors moi je l'avais essayé, celui-là. J'ai essayé pendant un mois l'abonnement Canal+, qui regroupe tout. C'est vrai que c'est tip top, mais il faut vraiment être un mordu de cinéma et de séries et consommer que ça pour le rentabiliser entre guillemets, parce que sinon c'est trop cher pour rien. Moi de mon côté j'utilise que Netflix, alors c'est vrai, j'utilise Netflix et j'ai un abonnement Crunchyroll. Voilà. Pour Jojo, parce que Jojo c'est important. Voilà. Mais tous ces abonnements sont sans engagement. Tous ces abonnements sont sans engagement. L'engagement, c'est un truc qui est voué à disparaître. Hein. Faut bien avoir conscience de ça, parce que c'est anticoncurrentiel de mettre en place des engagements. Aujourd'hui, si vous avez un engagement téléphonique, vous vous êtes fait enculer. Si vous avez un engagement avec votre téléphone, vous vous êtes fait défoncer la gueule. Ou alors vous payez votre téléphone moins cher, mais avec toutes les options de paiement en plusieurs fois sans frais, il vaut mieux un paiement plusieurs fois sans frais que de partir sur un engagement avec un forfait téléphonique. Voilà. Le Canal l'utilise encore un peu, je crois. Oui, mais c'est en fait l'engagement, c'est sur, c'est si tu prends l'abonnement avec la box, le cube là de Canal+. T'as un engagement là dedans, parce qu'en plus tu payes le matériel dedans. Mais aujourd'hui, les formules d'abonnement uniquement dématérialisées, si vous prenez un engagement, vous vous faites turbo enculé. Hein. Il faut prévenir vos parents, parce qu'en général, c'est eux qui se font avoir le plus facilement. Je pense à ma mère. Ma mère, elle est engagée sur 1 an et demi, sur 18 mois, avec Orange, pour même pas la fibre en plus. Ils profitent du battage de couilles total de nos parents pour leur vendre des formules qui... mais putain, mais jamais je ferais ça. Moi aujourd'hui, mon abonnement à mon téléphone, c'est Bouygues Télécom. Je paye 4€ par mois, j'ai 50 gigas de data 4G quoi. Et ça me suffit largement. C'est 4€ par mois. Téléphone illimité, SMS illimité, 50 gigas, voilà, j'ai l'essentiel. Mais même Orange fait des fois des offres comme ça. Faut juste être un peu renseigné quoi. Sauf qu'ils font tout pour t'engager, c'est gros exemple avec Free. Ouais, mais voilà, il faut pas. Il y a tellement 1 milliard de moyens pour pas t'engager. Il y a tellement 1 milliard pour pas t'engager que ça commence à devenir la norme de pas être engagé. Après, on dit turbo enculé, alors vous voyez, typiquement, on revient à ce que je disais au début. Là, on fait une digression. Nous faisons une digression. Vous avez pas idée d'à quel point c'est peu cher les télécoms en France par rapport aux autres pays où il y a des vrais gros problèmes, où la data coûte très cher. C'est assez incroyable. En Russie, moi il y a pas d'équivalent. Il y a juste pas d'équivalent avec mon forfait. C'est assez insane. Hein. Même dans des pays francophones, hein, en Belgique, etc., ça coûte plus cher. Hein. En Russie, ça va. Bah, la Russie, c'est plus cher, je trouve, quand même, madame. Quand j'avais été en Tunisie, c'était méga cher aussi, la data. Je suis en Belgique et c'est 25€ pour appel et 8 gigas. C'est insane. C'est insane. Et aux États-Unis, c'est le pire. C'est le pire. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ça marche bien le côté Media Center des consoles. D'ailleurs, digression dans la digression. Quand Microsoft avait présenté sa Xbox One, qui était en mode Media Center, nous en France, on était là, on disait mais en fait, ce que vous nous présentez comme une révolution, c'est juste une box internet quoi. Ouais, mais les box internet, ça n'existait pas. Au moment de la présentation de la Xbox One, ça n'existait pas aux États-Unis.
Voilà, donc oui, effectivement, c'était tip top ce que présentait l'intégration de la télévision dans la Xbox One, etc. C'était tip top, hein, pour le public américain. Parce que nous, on fait ça depuis déjà 15 ans avec les Livebox TV, etc. Ah ouais, elle est nulle. Je suis à 160 € pour ma connexion internet fixe sans télé, tel 45 € pour data. 105 € tous les mois. C'est terrible. C'est terrible. Alors que là, la fibre, je paye 42 € par mois pour la fibre. Il y a la télé incluse. Et à côté, mon forfait téléphonique, comme je l'ai dit, bah, je paye 4 € par mois pour 50 Go de data 4G. Et 4G+. Bon, après, j'ai payé mon téléphone plein pot, mais bon... Il y a des options de paiement plusieurs fois sans frais, c'est plus... ça passe plus facilement. En fait, tu te rends compte que payer ton téléphone plusieurs fois sans frais, avec un forfait tout petit, ça te revient moins cher que... Je vais vous prendre l'exemple de l'iPhone. L'iPhone m'a coûté 1200 €. Voilà. Je l'ai pris en 18 fois sans frais. Donc ça m'a coûté... Là, je viens de le finir de le payer il n'y a pas longtemps. Ça me coûte moins cher de passer par mon forfait téléphonique à 4 € par mois de Bouygues Télécom et d'avoir payé mon téléphone plein pot échelonné sur plusieurs temps que d'aller directement chez Bouygues, de prendre le forfait le plus gros par mois et de quand même payer le smartphone entre 700 et 800 € à la caisse. Parce qu'on parle de forfait genre à 60 € par mois quand même. Hein. Non mais c'est Apple aussi, 1200 € le téléphone aussi. Alors, bonjour tout le monde. Il va falloir arrêter de râler. Je sais c'est terrible, hein. Je sais que c'est terrible. Mais aujourd'hui, un smartphone à 1200 €, c'est presque la norme, hein. Aujourd'hui, c'est la norme, hein. Alors, je sais que c'est triste, mais c'est la norme les 1,2K. On est chez Apple, ok c'est plus cher, etc. Mais avoir un smartphone cher, je sais ça fait chier. Je suis complètement d'accord que c'est pas normal. Mais arrêtez de cracher sur Apple pour rien, surtout quand aujourd'hui c'est eux qui proposent le meilleur rapport qualité-prix sur l'Apple... sur l'iPhone SE. Alors ok, il a pas un écran borderless, mais voilà quoi. Et les roues du MacBook à 900 €, on en parle. T'es le pire, bonjour tout le monde. T'es le pire. T'es pas le public. On peut en parler si tu veux, mais t'es pas le public. Je vous invite à regarder la vidéo de Steven qui en parle. Non, parce que si tu veux, moi je peux t'en parler des Lamborghini à 116 000 € aussi. Y a pas de problème. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je peux vous parler des Lamborghini à 160 000 €. Voilà. Ah, c'est insane, hein. Lamborghini 160 000 €, n'importe quoi. Moi, ma Twingo, elle m'a coûté 10 000 €. Ma Twingo 3. N'importe quoi. Quand t'as une Twingo 3 qui embarque les mêmes technologies de bord qu'une Lamborghini, 160 000 € contre 10 000, le choix, il est vite fait. Le choix, il est vite fait. C'est n'importe quoi. Regardez moi mon PC Master Race, il m'a coûté 3000 €, mais c'est n'importe quoi. 3000 € de matériel embarqué dedans. Alors que je peux faire tourner la plupart des jeux que je joue avec un ordinateur portable qui ne m'aura coûté que 1000. Mais n'importe quoi, Echo, tu es fou. Ça part en steak le live là, oui. Oui, Apple abuse avec ses roues à 900 balles. Oui, Apple abuse. Mais on n'est pas le public visé. On n'est pas le public visé. Dans le cas de l'Apple Mac Pro, le public qui est visé, c'est ceux qui veulent travailler dans l'environnement Mac de la manière la plus modulaire possible. Évidemment qu'ils en profitent, mais Apple, c'est les seuls à proposer cette option-là. Vous ne pouvez pas retrouver de solution Mac ailleurs que chez eux. Donc encore une fois, pour moi, c'est un faux procès.
Bref, je vais enchaîner parce que là j'ai encore digressé, mais turbo digressé. On va revenir à nos news. On enchaîne du coup sur les news sur l'Xbox Store. L'Xbox Store du coup va faire peau neuve. Alors parce que bon bah ça a beau être joli etc. On va pas se mentir, j'ai l'impression que Microsoft a de grosses difficultés avec les... Bon bonjour tout le monde, t'arrêtes hein. Les Macintosh c'est pas le même public non plus. Bref, et t'as surtout pas la modularité que propose le Mac Pro. J'arrête. Du coup, vous avez Microsoft qui va complètement changer l'interface qu'il y a sur le Microsoft Store. Parce que force est de reconnaître que le Microsoft Store, on s'y perd assez facilement. J'ai l'impression que Microsoft, chaque année, change la manière de se retrouver dans son store et sont incapables de faire quelque chose qui soit ergonomique. Genre vraiment pas du tout ergonomique. Et je trouve que c'est dommage parce que j'ai beau aimer et apprécier ce que fait Microsoft en matière de dématérialisé, en matière de plateforme en ligne, etc. Force est de constater que c'est pas du tout ergonomique. Et soyons heureux, Codename Mercury va débarquer et visiblement on va pouvoir se balader un peu plus facilement dans le Microsoft Store. Je pense que ça va être annoncé d'ici juillet. Qu'est-ce que ça va être avec justement le nouveau Xbox 2020 pour la présentation de nouvelles nouveautés, hein, de nouvelles informations sur la Xbox Series X. Et je trouve que c'est pas mal, et je trouve que c'est plutôt fluide, et je trouve que ça fait plaisir, c'est plutôt cool, ça a l'air d'être un peu mieux rangé, et évidemment ça met en avant le Xbox Game Pass, que ce soit l'Ultimate ou pas, puisque évidemment c'est le gros succès Xbox de cette génération. Voilà. Ça a l'air plus propre que celui qui existe. Ah mais c'est la musique de Zelda ça, ouais c'est la musique de Zelda. Oui ça a l'air plus propre, ça a l'air moins fouillis. Ça a l'air moins fouillis parce que actuellement le problème qu'il a, c'est dommage je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas apporté ma Xbox avec moi. Oui c'est con, hein, apporter sa Xbox avec soi. Le problème qu'il a, c'est qu'il est très beau actuellement. Le Microsoft Store est très beau. Mais on s'y retrouve pas. Je m'y retrouve absolument pas dans l'actuel Xbox Game Store. Je trouve ça insane. Tu cherches un truc et alors... Moi là je vous parle on parle que du Microsoft Store, mais c'est pas que le Microsoft Store. Parce que alors c'est bien de refaire le Microsoft Store, hein, je dis pas le contraire, c'est très bien. Mais refaites aussi l'interface utilisateur de la Xbox One parce que je suis perdu dans les settings. Quand je veux modifier le moindre truc, il faut partir dans des menus et dans des sous-menus. Quand je veux voir, moi, bibliothèque de jeux, je suis complètement perdu. Je me mets à lancer des jeux que je voulais pas lancer. Je trouve que c'est terriblement fouillis. C'est incroyable. Il faut tout refaire. Grave, c'est horrible. On est d'accord. Je suis complètement perdu dans les paramètres Xbox. Quand je veux juste modifier, par exemple, je veux changer la résolution, passer de 4K à 1080p. Je suis obligé de partir dans des menus et des sous-menus qui font redémarrer la console. C'est incroyable. À quel point une expérience utilisateur, c'est important. Et c'est peut-être plus simple du côté de chez PlayStation. Et c'est peut-être moins complet. Mais au moins, on s'y retrouve très facilement avec l'interface PlayStation. C'est gros point de la PlayStation, on s'y retrouve très facilement. Et de toute manière, l'interface a très peu évolué. Hein. Alors que Microsoft, je crois que tous les ans, ça évolue. Tous les ans, il y a des changements. Et ça arrange pas parce que du coup, tu commences à prendre tes marques sur une interface et puis hop, d'un coup, il y a tout qui change. Posez-vous et faites des choses simples. C'est pas grave si derrière, ça finit par ressembler à ce que fait Sony. Je vous en voudrais pas, juste faites quelque chose de plus simple. Voilà. On arrive enfin à la dernière news. Là... Bon, du coup, je vous ai lancé 2 fois les Blasto News, désolé. L'ultime news, du coup, qui va concerner... je suis désolé, je sais pas si Denebola est là. Denebola est là. Mais ça va concerner, du coup, Final Fantasy XIV. Très mauvaise nouvelle pour les fans de Final Fantasy XIV. Première mauvaise nouvelle, c'est que il était censé y avoir un fan festival à San Diego. Il est repoussé, annulé.
Il est annulé carrément. Bon, ça vous en doutez, hein, c'est coronavirus. On est toujours en pandémie mondiale. Même si on a le droit à du déconfinement mondialement, ça va pas. Surtout, vous vous en doutez, on en avait déjà parlé aux États-Unis, qui non content de ne pas mettre de programme de protection de sa population efficace contre le virus, souffre en plus d'une des plus grosses crises sociales vis-à-vis de ces différents d'une crise sociale de population avec vous le savez, hein, en ce moment ce qui se passe aux États-Unis je sais pas comment le dire bien, mais oui, parce que les États-Unis est un pays raciste. Les États-Unis sont un pays raciste, donc il y a un gros soulèvement social en ce moment. Donc évidemment, c'est logique. Là où c'est un peu triste, c'est que la pandémie a toujours un effet sur le télétravail, parce faut le savoir, mais au Japon, on est toujours en télétravail. On est toujours en télétravail de toute manière. On est toujours en télétravail. Que ce soit en France ou partout ailleurs. Et donc forcément, la grosse mise à jour très très attendue est encore repoussée de 2 semaines. La mise à jour 5.3 que j'attends impatiemment pour me relancer, pour me remettre dans le bain, parce que moi en fait, le problème qu'a Final Fantasy XIV, à mon sens, le problème qu'ont la plupart des gros MMO historiques comme World of Warcraft, c'est le début de jeu. Parce que les mises à jour, que ce soit de WoW et là en l'occurrence de Final Fantasy XIV, les mises à jour sont juste exceptionnelles. Elles sont absolument incroyables, les mises à jour de ce jeu, qui font que c'est un MMO, c'est pour moi le meilleur MMO, Final Fantasy XIV, et je pèse mes mots. Le problème, c'est que quand tu débarques sur le jeu et que tu dois level up ton personnage, Rim Reborn a vieilli quand même. Et là où il fallait tenir les joueurs sur la durée à l'époque avec Rim Reborn, eh bien ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est assez pénible. Le système de quête est assez pénible. C'est pareil dans World of Warcraft, hein, les systèmes de quête sont assez pénibles. Ils souffrent du fait que c'est des jeux qui vieillissent. Alors dans World of Warcraft, ils ont choisi l'option de facilité, dans le sens où tu peux utiliser un sésame pour directement aller sur les extensions et avoir ton niveau maximum. Je crois qu'il y a le système qui est en place sur Final Fantasy XIV aussi, je suis pas tout à fait sûr, enfin c'est pas grave. Mais quand t'es un peu con comme moi, tu vois, et que t'aimes bien profiter des jeux dans l'ordre chronologique pour voir quelle est l'évolution éventuellement, etc. T'es obligé de te taper en fait tout un moment extrêmement long et chiant qui n'est plus pensé en fait pour tout ce qui va arriver. Et c'est pénible, ça te fait décrocher. Ce système existe aussi sur FF14, il me semble. Voilà. Du coup, c'est une mise à jour qui était très attendue. J'y viens enfin. La fameuse mise à jour 5.3 de Final Fantasy XIV, qui comptait entièrement revoir le début de jeu de Final Fantasy XIV, en revoyant les quêtes, en la rendant plus fluide, en la rendant plus rapide, pour permettre d'enchaîner sur les autres parties, qui venaient voir la modification de pas mal de zones de jeu pour notamment intégrer les montures volantes, parce qu'on peut avoir des montures volantes dans Final Fantasy XIV. Et donc c'est encore repoussé. C'est dommage, parce que ça avait déjà été repoussé de près d'1 mois à cause de la crise du coronavirus, et c'est encore repoussé de 2 semaines, ce qui fait que ça tombera normalement en plein milieu du mois de juillet. Au moins, rassurez-vous, ça arrive. Et ça arrivera. Voilà. Dans les MMO, les débuts sont toujours difficiles de base, non ? Oui, les débuts sont toujours... Alors, c'est pas dur, tu vois. C'est pénible. Je dirais, les débuts sont pénibles. Et je trouve ça dommage de... Encore une fois, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi rendre les débuts de jeu toujours pénibles. Tu prends ton pied, en général tout le monde te dit oui mais faut s'accrocher, t'inquiète pas, les 10 premières heures dans un jeu c'est difficile, on m'a dit ça pour... c'était pourquoi ? Pour Final Fantasy XIII, les débuts de jeu sont difficiles mais après ça va mieux. T'as plein de jeux comme ça, ou même Pokémon. Oui mais Pokémon, c'est le endgame qui est intéressant. Comme Last of Us, effectivement aussi, bonjour tout le monde, qui est un peu particulier le début de Last of Us. Je comprends pas. Dans Zelda, c'est pareil, parce qu'on va jeter la pierre à tout le monde. Zelda Twilight Princess, le début, il est laborieux, on va pas se mentir. One Piece, putain.
pourquoi est-ce que c'est pas bien dès le début? Pourquoi vous faites pas un effort pour rendre le truc ouf? En fait, pour moi, ça devrait plutôt fonctionner comme ça. T'as un truc ouf au début, après t'as un creux, et ensuite tu mets le truc ouf après. Ou alors t'es super incroyable et tu fais des trucs ouf tout le temps et tu vas crescendo. Persona, oui bah ça marche à chaque fois. Alors je me doute que c'est pour tout ce qui est la phase de tuto, c'est pénible, etc. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que c'est tout le temps obligé d'être laborieux. Alors effectivement, 80% des jeux ont un début laborieux. Après tu le tolères plus ou moins, parce que les débuts laborieux dans un jeu solo, ça passe dans le sens où en général, sur un RPG, les débuts laborieux c'est une dizaine d'heures. Sur un jeu d'action, ça va être 2-3 heures, qui peuvent être plus ou moins laborieux. Sur un MMO, les débuts laborieux, c'est des dizaines et des dizaines d'heures. Hein. Ça peut être juste tenir le coup pendant 20 à 30 heures avant de commencer à s'amuser. Je trouve ça terrible. Le pire, c'est les didacticiels qui durent 3 siècles. Oh putain. Alors, s'il y a un truc à reconnaître à Final Fantasy XIII, du coup, c'est qu'effectivement, le didacticiel dure 30 heures. Et c'est un des plus longs didacticiels que j'ai jamais vu. Parce que tu ne peux jouer qu'à pleine possession des capacités de tes personnages. Et c'est pas des capacités, c'est des possibilités offertes par le gameplay que ça évolue. Que ça devient bien, quoi. Doom, les débuts, c'est 10 secondes. Ah, mais complètement. Doom, c'est bien dès le début. Je parle de tous les jeux. C'est la base des RPG. Oui, mais ça commence à être casse-couille. J'en ai marre que ça soit des débuts chiants. Moi, je veux des débuts bien. Je veux des débuts bien. Le début, c'est pour accrocher les gens. Si t'accrochent pas au début, voilà, quoi. Moi, je veux m'amuser instantanément. Tu débloques les classes pour tous qu'au bout de 30 heures sur FF13. Oui, c'est ça. Et c'est à partir de là que tu commences à t'amuser sur Final Fantasy XIII et que le jeu il devient bien. Et en plus, ça t'ouvre à un semi-open world avec Grand Pulse. Moi, ça me dérange pas. Bah, moi, ça me dérange. Il faut un peu de contexte, Ico. Oh. Oui, je sais qu'il faut du contexte. Je sais. Mais il y a une manière de faire le contexte. Il y a une manière de l'apporter. Moi, je suis sûr que tu peux apporter autant de contexte à FF14 en 10 heures que toute la première partie le fait en 30-40. Ça n'empêche pas que FF13 d'être le meilleur FF pour moi. Le meilleur, je dirais pas, mais pour moi, il n'est pas aussi nul que les gens le disent. Je l'aime même beaucoup. Après, faut avouer que le problème de FF13, c'est que de 1, il met du temps à démarrer son histoire. Et de 2, toute la partie contexte et explication de son univers, t'es obligé de le lire dans le codex. Voilà. Bon, bah écoutez, on a terminé nos Blast News. Ico, tu m'as donné envie, je vais me refaire les FF13 prochainement. J'ai beaucoup aimé aussi. Bon, écoutez, on en parlera un jour sur Iconoclast, de ces fameux FF13. Ça pourrait être intéressant d'en parler. Les Blast News touchent à sa fin. Et du coup, je vais vous faire des gros bisous. Hein, on dit qu'on fait ça? Je regarde les Xbox One X d'occasion et les prix sont raisonnables. Bien sûr que les prix sont raisonnables. Si vous voulez, pour la suite du online, du stream, on va regarder un petit peu ça. Bon, je vous fais des bisous YouTube. À la prochaine. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, il n'y aura pas de stream. Ça va, puisque je suis en vacances. Bisous!